Rebonjour, j'espère que vous allez bien et que cette période si difficile de confinement n'aura pas eu raison de votre patience et de votre préparation pour l'examen du bac. D'ailleurs, nous sommes là pour toutes vos questions. Donc, autant que faire se peut, nous sommes disposés à vous apporter toutes les explications, tout ce qui sera en notre pouvoir pour vous aider à appréhender avec un peu plus de sérénité votre examen. Donc, je termine aujourd'hui avec vous donc notre dernier dossier, l'art de convaincre, mais cette fois-ci avec cette actualité qui nous envahit et qui foisonne en fait, comme je le disais tout à l'heure, de sujets qui font polémique parfois et qui font débat d'autres fois. Voilà, donc alors nous allons parler comme l'intitulé, donc le débat d'idées. Donc aujourd'hui, bon, il est question de sujets d'actualité, n'est-ce pas? Est-ce que l'école, par exemple, continue à avoir cette vocation de préparer les élèves à la vie professionnelle? Est-ce que l'école aujourd'hui alimente la soif de curiosité, la soif de culture des apprenants? Autant de sujets relatifs donc à l'école qui font en fait débat dans notre société ou dans nos sociétés, parce que nous faisons partie donc de cette mondialisation, donc de tous ces pays où l'école fait débat aujourd'hui, et surtout le rôle que joue l'école dans la préparation à la vie professionnelle, ou se limite-t-elle seulement à étancher la soif d'information, de culture de nos élèves. Voilà, donc qui dit débat dit confrontation en fait d'arguments et de thèses. Voilà, donc nous sommes partis sur une thèse et une antithèse. Une thèse que défendent d'autres, et une thèse que nous soutenons cas en cas, et pour laquelle nous allons essayer d'apporter tous les arguments possibles et imaginables dans une stratégie plutôt de raisonnement logique, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir plus de poids et pour pouvoir faire face à une thèse qui est défendue par autrui. Nous pourrons éventuellement comment dirais-je, la balayer d'un revers de main, d'accord, avec nos arguments qui tiennent la route, bien entendu, ou bien adhérer à la thèse en partie. Voilà, donc il est vrai que nous soutenons plus ou moins, mais voilà, donc vous avez remarqué que nous allons commencer par exposer la thèse adverse, d'accord, celle qui est défendue par ceux qu'on ne partage pas les opinions, d'accord? Donc nous allons les laisser parler, nous allons les laisser avancer leur point de vue, leurs arguments, leurs explications. Nous pouvons éventuellement adhérer à leur philosophie, d'accord? Mais sans pour autant leur donner beaucoup plus de crédit qu'il n'en faut. Voilà, d'accord? Donc c'est une stratégie que pourrait éventuellement adopter pour ne pas trop froisser notre interlocuteur. Oui, vous avez raison, mais, d'accord, il est vrai que, c'est-à-dire qu'on adhère, on accepte en partie ce que vous dites, mais la transition, cependant, pourtant, néanmoins, d'accord, voilà, pourtant, et vous avancez votre point de vue auquel vous allez, bien entendu, donner plus de poids, n'est-ce pas, pour que votre opinion puisse être celui qui va être pris en compte. Attention, n'oubliez pas que vous devez, dans ce cadre-là, essayer de commencer par l'argument le moins important, comme nous l'avions dit à propos donc de l'art de convaincre,
et terminer avec un point de vue plus important. Il faut que votre interlocuteur, il faut que votre lecteur puisse sortir avec l'argument de taille, l'argument qui va résonner dans son esprit. Bien entendu, tous ces arguments doivent être, bien entendu, ordonnés par d'abord, ensuite, de plus, par ailleurs, en fait. Donc, plus le nombre de vos arguments est nombreux, plus vous avez de chances de convaincre votre interlocuteur. Attention, il ne faut pas que la thèse adverse avec ses arguments puisse déteindre sur votre argumentation. D'accord? Donc attention à ne pas donner moins d'arguments ou d'arguments moins forts que les arguments adverses. Attention. Donc il est beaucoup plus facile lorsqu'on est sur un sujet d'actualité, un sujet qui fait polémique ou qui fait débat, de pouvoir s'exprimer. Qui de nous n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, avec les nombreuses chaînes câblées, nous pouvons être au fait de ce qui se passe un peu partout, un peu partout dans le monde. Et nous pourrons éventuellement faire intervenir ce que nous savons, n'est-ce pas, pour étayer, pour consolider notre thèse. Voilà, donc nous avons la thèse que défendent autrui, n'est-ce pas, leurs arguments. Vous pouvez les introduire avec d'abord, mais vous pouvez les énoncer pêle-mêle, sans leur donner un classement. Et puis après, attention à la transition, c'est votre point de vue, d'accord, qui va venir présenter, bien entendu, vos arguments avec un interlocuteur qui exprime la concession. D'accord. Donc, votre thèse, qui sera donc l'antithèse de la thèse, et ensuite, vous allez pouvoir faire intervenir vos arguments avec les explications, d'accord, avec les exemples tirés du vécu, tirés de l'actualité, tirés de l'histoire. Et bien entendu, vous pouvez conclure en donnant un peu plus de poids à votre thèse, soit vous laissez la fin ouverte pour que l'interlocuteur ou le lecteur puisse lui-même faire la part des choses. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des dossiers que nous avons étudiés ensemble pendant cette courte année scolaire. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et surtout, travailler. Souvenez-vous que dans les 3 premières vidéos, nous avions évoqué avec vous le texte historique avec ses 3 grandes facettes. Rappelez-vous qu'un texte historique relate des événements d'histoire qui se sont passés dans un passé lointain ou récent. Donc un texte historique peut être rapporté de façon tout à fait neutre, objective par l'auteur. Donc il ne manifeste dans son texte pas sa présence, d'accord, aucun indice de modalité ne trahit justement sa présence dans le texte. Et puis nous avons évoqué ensemble un autre type de texte historique avec une autre facette et avec une autre cloison argumentative dans laquelle l'auteur peut explicitement ou implicitement justement intervenir dans son récit historique. Il pourrait éventuellement se faire aider des témoignages ou d'arguments d'autorité de ceux qui ont été à un moment ou à un autre témoins de cet événement que l'auteur rapporte. Donc c'est en fait un texte historique où l'auteur oriente son point de vue. Il peut se faire aider donc de personnalités ou de personnages ayant de loin ou de près côtoyé justement cet événement. Bien, donc ce qu'il en ressort, c'est que en fait ce texte historique est en fait un texte historique avec une teinture, dirais-je, avec une acoustique plutôt
qui n'est pas objective, qui est tout à fait subjective. Voilà, c'est ce que nous avons constaté ensemble la dernière fois. Donc, sans pour autant que l'auteur mette en avant sa personnalité ou sa personne. D'accord. Et puis la troisième facette du texte historique, nous l'avions tout de même également évoqué ensemble, ce récit historique qui reprend des événements et où l'auteur, justement, s'implique directement avec un système d'énonciation tout à fait personnel, le je, le on ou le nous, avec un certain nombre de modalisateurs, à savoir des adjectifs, des adverbes, certaines expressions, certains verbes d'opinion qui mettent en avant le point de vue direct et personnel de l'auteur. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voyons ensemble notre deuxième dossier et dernier dossier, celui, en fait, du texte argumentatif. En fait, donc, soit l'on défend une thèse, soit l'on défend une thèse et on met en avant celle qui est l'antithèse, c'est-à-dire celle qui est défendue par d'autres personnes. Dans tous les deux cas, en fait, l'auteur va essayer d'argumenter, va essayer de dire à son lecteur, à son auditeur, le bien fondé de sa thèse ou de son opinion. Dans tous les cas, il met en avant un point de vue qu'il va essayer de défendre cas un cas, bien sûr avec des arguments. Donc c'est tout un art de pouvoir faire passer un point de vue, faire passer une opinion, la défendre avec bien entendu des arguments qui sont autant de preuves. Donc dans un texte argumentatif, l'énonciateur, c'est-à-dire l'auteur, en fait partager à autrui, dirais-je, une idée qu'il va pouvoir défendre. Et comment va-t-il procéder, en fait, pour arriver, justement, à faire passer son point de vue? Comment va-t-il, donc, justement, utiliser comme stratégie? Voilà, pour convaincre l'énonciateur, donc, l'auteur va essayer de chercher tout ce qui est en son pouvoir, soit en faisant appel à la logique de son interlocuteur, ou bien à essayer de toucher la fibre émotive, voilà, de son interlocuteur. Donc, soit il fait appel à la raison, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait adopté par tous ceux qui veulent argumenter, soit il va essayer de titiller cette fibre que nous avons tous et faire passer son message par les sentiments. Voilà, donc soit par un raisonnement logique, soit en fait par les sentiments, c'est selon. Voilà, donc l'énonciateur peut évoquer, bien entendu, dans son énoncé, dans son texte en fait, uniquement un point de vue, voilà, et il l'énonce explicitement, voilà, je suis pour ou je suis contre quelque chose, voilà. Donc, soit il est contre, par exemple, la violence qui sévit à la télévision, soit il est pour l'usage, par exemple, d'Internet à l'école. Voilà. Et donc, il va énoncer un certain nombre d'arguments qui vont étayer, qui vont consolider, qui vont donner du crédit, n'est-ce pas, à sa thèse. Voilà. Donc, un certain nombre d'arguments, d'accord, qui peuvent être aidés d'un certain nombre d'explications, un certain nombre d'exemples. Voilà, lorsque l'auteur juge utile qu'un argument a besoin d'être largement explicité, soit par une explication, soit par des exemples. Voilà, et donc et le classement justement de ces arguments va aller de l'argument le moins important à l'argument le plus important. Généralement, quand on écrit un texte argumentatif, il est d'usage en fait d'utiliser 4 arguments que vous allez pouvoir énoncer, donc selon un raisonnement que vous aurez adopté par des articulateurs
d'abord, ensuite, de plus et enfin pour donner un certain ordre à vos arguments qui sont à même de convaincre votre interlocuteur. Voilà, donc on a 3 étapes. Voilà, pour réussir un bon texte argumentatif. Donc, voilà, donc on veut rallier autrui à notre point de vue. Donc, on énonce explicitement notre point de vue. Voilà, d'accord. Je suis pour que l'on fasse intervenir Internet dans nos cours en classe. Voilà, donc là, la thèse est tout à fait explicite. Voilà, le télétravail, par exemple, aujourd'hui on en parle beaucoup, est une bonne solution pour travailler à l'aise à la maison sans pouvoir exposer sa santé et la santé des autres au danger. Voilà, donc une thèse tout à fait explicite et claire. Voilà, donc la thèse que l'on soutient est parfois implicite, elle n'est pas énoncée explicitement. Voilà, donc le lecteur va la deviner à travers justement un certain nombre d'arguments. Voilà, on peut se contenter par exemple d'énoncer son point de vue, voilà, et on n'a pas besoin de le justifier. Voilà, donc on avance alors un ou plusieurs arguments pour appuyer sa thèse. Voilà, bien. Voilà, par exemple, la télévision peut empêcher de dormir. Allez, la télévision peut rendre violent. Voilà, la télévision peut rendre les personnes accros, feignants, passifs, voilà, facilement influençables. Voilà, donc voilà, on n'a pas besoin d'énoncer beaucoup d'arguments à cela. Bon, alors, généralement, comme je le disais tout à l'heure, une thèse peut avoir besoin d'arguments. Voilà, pour expliquer, pour donner du concret, voilà, à ce que l'on avance. Bien sûr, alors elle peut être puisée, enfin, je dirais, il peut être puisé, je parle de ces arguments, de ces ensembles, de ces exemples, de son vécu. Voilà, parler d'une expérience vécue, d'une expérience, bien sûr, que vous avez vécue, que vous avez vous-même eu à la subir, ou quelqu'un de votre entourage, ou peut-être dans l'actualité, ou dans l'histoire, voilà, histoire de donner à votre argumentation du poids et consolider votre thèse avec des arguments concrets qui donnent du poids, voilà, et qui sont à même de rallier autrui à votre thèse. Voilà, donc voilà pour illustrer et pour justement conclure, vous n'êtes pas tout à fait obligé de conclure en reprenant votre thèse. Donc les arguments se suffisent à eux-mêmes. Et puis voilà, donc rien de plus facile que de défendre une thèse. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas, dans notre vie de tous les jours, lorsque on est amené, en fait, à convaincre quelqu'un du bien fondé de ce que nous disons. Voilà, donc parfois on est obligé de donner des arguments, ce qui est tout à fait logique pour pouvoir rallier donc votre interlocuteur à votre point de vue. Voilà, donc cela c'est pour défendre une thèse. Voilà, et dans notre deuxième intervention, nous parlerons du débat d'idées. D'accord, nous sommes dans une actualité qui foisonne en fait de sujets qui font débat et qui font plutôt polémique que débat. Nous allons en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Bye bye.